Le 11 mai 2022 à 21h15, dans la ville de Austin, au Texas. La dernière chose que Mo a faite, c'est de pousser un cri effroyable. Et ce cri, vous allez l'entendre, il a été enregistré par la caméra de surveillance de la maison d'à côté. Ce cri sera suivi de... Et selon le procureur, 4 à 5 secondes après, Kathleen Armstrong, qui se tient au-dessus de Mo, tire une troisième balle dans le cœur de Hannah Moriah Wilson. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Avec Malice. Ici, on traite de true crime, mais aussi on se penche sur l'aspect judiciaire des affaires criminelles. Et pendant les prochaines minutes, vous allez devenir un juré. Aujourd'hui, on parle de l'affaire de la belle et talentueuse Moriah Wilson, décédée violemment à l'âge de 25 ans. Née sous le nom de Hannah Moriah Wilson, elle préfère qu'on l'appelle Mo. Elle est née le 18 mai 1996 dans le New Hampshire. Elle a grandi dans l'État du Vermont où elle a fait ses études, au Dartmouth College. À l'âge de 18 ans, elle décroche un diplôme en ingénierie. Elle est élevée dans une famille heureuse et sportive. Mo a toujours été passionnée par le vélo, depuis sa plus tendre enfance. Et en grandissant, elle a commencé à faire de plus en plus de compétitions. Et sa passion, c'est les compétitions de gravel. Ce sont des courses qui allient endurance et tout-terrain. Et petit à petit, il s'avère que Mo est très performante. Et à l'âge de 25 ans, elle est déjà pro. Et en plus, elle est placée parmi les meilleures. À l'automne 2021, elle fait la rencontre de Colin Strickland. Lui aussi, c'est un cycliste professionnel. Tout comme elle, il est passionné par les compétitions de gravel. Colin a 10 ans de plus que Mo. Il a 35 ans. Il n'est pas loin de la retraite. Les deux ont une relation brève. Elle ne dure pas longtemps. Moriah habite à San Francisco et lui à Austin au Texas. De plus, Moriah a une vie très active. Elle a une vie d'athlète. Elle passe son temps à faire des compétitions. Et la relation à distance qu'ils entretenaient s'éteint rapidement. Mais ils restent amis. Ils restent en contact. Et quelques mois après, en avril 2022, les deux se retrouvent dans la même compétition, à San Diego. Et la relation repart de plus belle. Et cela tombe bien parce qu'en mai, Moriah a prévu de concourir pour la compétition de gravel Locos, qui se déroule près d'Austin, à Ico. C'est une course de près de 250 km dans le désert. Mo débarque à Austin le 10 mai 2022 et pendant son séjour dans cette magnifique ville, elle est logée chez une amie, Kathleen Cash, que j'appellerai simplement Cash. Elle ne supporte plus son prénom. Cette amie habite dans un petit appartement au 1708B Maple Drive. C'est l'arrière d'une grande maison et l'appartement se situe au-dessus du garage. Le 11 mai, Colin et Mo n'arrêtent pas de se texter. Ils ont prévu de se retrouver le soir pour dîner. Mais avant, Mo, dans l'après-midi, a décidé de faire ce qu'elle adore le plus. Un circuit de 3 heures à vélo, sous le soleil chaud de Austin. Elle quitte la maison de Cash avec son vélo, un S-Work, qu'elle adore et qu'elle ne quitte jamais. Et elle part s'entraîner pour la compétition de gravel Locos. Elle revient à 16h23, après avoir posté des photos de sa virée à vélo sur Instagram. On sait que son meurtrier aura accès à ces photos. De 16h30 à 17h30, elle reste avec Cash dans l'appartement. Les deux discutent. Elle en profite aussi pour texter Colin pour savoir ce qu'il en est du soir. Colin lui répond qu'il est chez le dentiste. Quand il a fini, il passe la chercher. Les deux ont décidé d'aller à la piscine avant d'aller dîner. Cash, elle, s'en va rejoindre des amis à 17h30 et à 17h43, Colin arrive. Il attend Mo dans l'allée et il a prévu un casque supplémentaire. L'entrée et la sortie de l'appartement de Cash ne peut se faire que par l'allée. Elle n'a pas d'accès vers la rue. Les deux ensuite partent à moto à la piscine. Et on les retrouve vers 18h30 au restaurant Teddy Burger. Ils prennent une table en terrasse, discutent et mangent. C'est une très belle soirée. Vers 20h, Colin ramène Mo. Il la dépose dans l'allée devant chez elle à 20h35. Elle monte les marches et ouvre la porte à 20h36. Et on le sait parce qu'à ce moment-là, une alarme se déclenche sur le téléphone de Cash. C'est l'alarme de l'ouverture de sa porte.
Cash sait que c'est Mo qui rentre et donc elle la texte pour savoir comment s'est passée sa soirée. Mo lui répond. À partir de 20h37, Mo reste connectée à son téléphone. Elle écrit des textos, notamment à ses parents, à ses amis. Elle communique avec un podcast. À 21h13, c'est la dernière fois qu'elle utilise son téléphone. Et à 21h15, la maison des voisins, grâce à la caméra de surveillance, enregistre ses sons. À 21h54, Cash se gare dans la rue Maple Drive. Elle marche le long du trottoir jusqu'à la ruelle et rentre chez elle. Quand elle ouvre la porte, elle se rend compte qu'elle n'est pas fermée. Elle aperçoit les jambes de Mo, étendues par terre. La première pensée qui lui vient, c'est qu'après 3 heures de vélo et 1 heure de natation, Mo doit être en train de s'étirer, de relaxer. Mais en s'approchant, Cash voit du sang. Mo est allongée sur le ventre, immobile. Cash panique, elle attrape son téléphone et compose avec fébrilité le numéro du 911. Ensuite, elle s'agenouille à côté de son amie et pose le téléphone par terre sur haut-parleur. Elle commence les manœuvres de réanimation. Et pendant 8 minutes, Cash continuera les compressions cardiaques jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. À 22h10, Anna Moria Wilson est déclarée morte. Il n'y avait plus rien à faire. Et quand elle est interrogée, Cash est effondrée sur le canapé du salon. Elle est amenée ailleurs pour ne pas être en présence du corps de Mo. Et maintenant, cet appartement est identifié comme une scène de crime. Et elle explique qui est Mo Wilson aux policiers. Pourquoi est-ce qu'elle s'est installée chez elle pendant quelques jours? Elle explique aussi que Mo a passé sa soirée avec Colin Strickland. Elle dit que la porte d'entrée de son appartement, quand elle est arrivée, était ouverte. Et surtout, le vélo de Mo qui devait être dans l'entrée. Il a disparu. Pourtant, Cash explique que quand elle est partie à 17h30 pour aller au restaurant, le vélo était là dans l'entrée et il gênait. C'est le détective Rick Spilter de la police de Austin qui est en charge de l'affaire. Et il s'attaque à la scène de crime. De suite, il pense que l'attaque a été violente et rapide. Plus tard, lors du procès, le docteur Bernadette Desrussi, le médecin légiste, dira que Mo a reçu 3 impacts de balles. La première est entrée dans la joue droite, la deuxième dans la tempe droite et la troisième en plein cœur. Les détectives découvrent sur la scène de crime 3 douilles qui seront collectées pour être analysées. En même temps, une autre équipe de policiers est partie faire le tour du quartier. Ils ont pris la ruelle vers la droite. Ils longent une dizaine de maisons jusqu'à ce qu'ils arrivent dans un champ de bambou et un officier décide d'aller y jeter un coup d'œil. Et rapidement, elle tombe sur le vélo S-Work de Mo. Nous sommes à 400 mètres de la scène de crime. Une 3e équipe de policiers est partie interroger les voisins et réquisitionner toutes les caméras de surveillance qui donnent sur la rue, Maple Drive et sur l'allée. Mais il n'y en a pas beaucoup, c'est un quartier assez sécuritaire. Ils passent toute la nuit à visionner tous ces films. Il n'y a qu'une seule caméra installée dans cette ruelle. C'est la maison d'à côté de celle de Mo. C'est une chance. Et dans cette ruelle, durant cette soirée, une seule voiture est passée. À 20h37, 1 minute après que Mo soit rentré dans l'appartement. Les policiers, cette voiture, ils la retrouvent aussi sur Maple Drive. C'est un véhicule Jeep Grand Cherokee noir et elle est facilement identifiable. À l'arrière, il y a 3 racks pour y fixer des vélos. Mais ce rack empêche de voir la plaque d'immatriculation. Cette voiture est très intéressante pour la police. Parce que dans la ruelle, quand elle a passé la maison de chez Mo, elle a ralenti. Et surtout, ils se rendent compte que cette Jeep Grand Cherokee a passé la dernière heure à tourner autour de chez Mo et Cash. Et le lendemain matin, soit le 12 mai, la première personne qu'ils vont voir, c'est le petit ami, soit Colin Strickland. Très rapidement, il lui annonce ce qui est arrivé à sa petite amie, à Mo. Et Colin semble se figer en comprenant les mots prononcés par les détectives. Il explique qu'il a passé la fin d'après-midi avec Mo, qui sont allés à la piscine. Et puis après, ils ont mangé un burger. La soirée était sympa, il n'y avait aucun problème. Après l'avoir ramené à 20h35, il est parti en moto jusqu'à chez lui.
ce qui sera confirmé par les caméras de surveillance routière. Et durant cet interrogatoire informel, les policiers remarquent quelque chose de très intéressant. La Jeep noire Grand Cherokee est garée juste là, devant chez Colin. Alors les policiers interrogent Colin par rapport à cette voiture, et il explique qu'elle appartient à sa colocataire, son ancienne petite amie, Kathleen Armstrong. Et Colin sera amené au poste de police pour être interrogé plus sérieusement. Il explique qu'il est en couple avec Kathleen depuis 2019, et quand il y a eu le Covid, ils ont décidé d'acheter une maison ensemble et d'emménager. C'était la première fois. Il explique aussi que malgré le fait qu'il adore Kathleen, leur relation est peu stable. Ils n'arrêtent pas de se séparer et de se remettre ensemble. Et d'ailleurs, en septembre 2021, ils se sont séparés et en octobre, il a rencontré Mo, avec qui il est sorti un bref moment. En janvier, il s'est remis avec Kathleen, mais comme ça ne marchait pas, ils se sont séparés au mois de mars. Et en avril, lors d'une compétition de gravel à San Diego, il savait qu'il allait rencontrer Mo. Et quand ils se sont vus, ils se sont remis ensemble. Colin explique que lui et Kathleen sont liés sur le plan professionnel. Les deux ont une agence immobilière ensemble et ils ont une entreprise pour vendre des meubles et des fournitures pour les maisons. Mais il raconte que c'est surtout Kathleen qui s'occupe de la société. Chez eux, ils ont un ordinateur principal pour les deux et c'est là-dessus qu'elle travaille. Il participe un peu mais il avoue qu'il ne fait pas grand-chose. Il est juste un prête-nom. Il en est conscient, mais ça l'arrange parce qu'il a des revenus de cette société. Il a un diplôme d'ingénieur et lui, ce qu'il aime, c'est bricoler dans le garage. Ou alors faire du sport, surtout du vélo. Il explique aussi que Kathleen a accès à tous ses mots de passe et à tous ses réseaux sociaux pour les besoins de son entreprise. Souvent, avec l'iPad, elle envoie des textos de son numéro de téléphone à des clients. Et elle a aussi accès à ses emails puisque c'est elle qui envoie tous les emails à son nom. Elle s'occupe de tout. Il a confiance en elle. Elle connaît tous ses codes. Et puis, elle a accès à ses réseaux sociaux parce que c'est elle qui fait la publicité et elle utilise son Instagram. Donc, quand ils se séparent, les deux restent vivre ensemble. Parce que Kathleen, elle travaille de l'ordinateur principal de la maison. Et lui, ça ne le dérange pas. Il fait sa vie, elle fait sa vie, ils ont le droit de voir d'autres personnes. Et après ça, après cet interrogatoire de Colin, les policiers n'ont qu'une seule hâte, c'est de découvrir qui est Kathleen Armstrong. Et ils découvrent qu'elle a 35 ans. Elle a fait des études en finance, mais sa passion dans la vie, c'est le voyage. Et durant un voyage en Indonésie, elle a été certifiée comme instructeur de yoga. Depuis, elle essaye de vivre de ça. En 2019, quand elle a rencontré Colin, elle a essayé de faire du vélo en professionnel, mais elle n'a pas réussi. Elle n'avait pas la capacité physique. Elle continue de faire du vélo, mais en amateur. Les policiers remarque que dans son dossier criminel, il y a une plainte en attente. Rien d'extraordinaire. Elle n'a pas payé sa facture de Botox chez le dermatologue. Elle leur doit une somme de 700 $ et donc ils ont porté plainte contre elle. Le 12 mai, ils arrêtent donc Kathleen Armstrong pour ce motif. Et alors qu'ils la transportent jusqu'au poste de police, un mandat est délivré pour fouiller la maison de Colin et Kathleen. C'est le détective Connor qui est en charge de l'entretien avec Kathleen. Et alors qu'elle lui explique qu'elle est détenue pour ne pas avoir payé une facture, elle apprend que lors de l'enregistrement de cette plainte, il y a eu une erreur sur les formulaires. La date de naissance de Kathleen est mal inscrite. Résultat, elle ne peut pas être mise en état d'arrestation pour cette raison. Donc le détective Connor lui dit « Elle n'est plus en état d'arrestation, elle peut partir. Elle est libre de partir. » Mais Kathleen n'arrête pas de dire qu'elle veut partir. Le détective lui répond qu'elle peut. Mais Kathleen reste. Alors le détective Connor en profite pour lui poser des questions. Et elle lui demande de donner sa version des faits, son point de vue sur le meurtre de Mo. Pourquoi y a-t-il sa voiture noire près de chez Mo toute la soirée? Mais sans jamais avoir répondu à une seule question, Kathleen se lève et s'en va. Pendant la fouille de la maison, les policiers trouvent 2 armes à feu. La première est un Smith & Wesson. Colin est présent pendant la fouille et il identifie cette arme comme la sienne. Il trouve aussi un 9 mm Sig Sauer P365. Colin explique que c'est l'arme de Kathleen. Il le sait parce que c'est lui qui lui a offerte.
Il voulait qu'elle vienne s'entraîner avec lui, qu'ils aient une activité commune. Aux États-Unis, dans certains États, c'est un loisir d'aller tirer au stand de tir. Le lendemain, le 13 mai, Kathleen Armstrong part avec sa Jeep noire chez un vendeur de voitures, CarMax, au sud d'Austin. Elle vend sa Jeep pour 12 000 $. Ensuite, elle appelle un Uber qui l'amène jusqu'à l'aéroport. Elle y reste 1 heure et revient chez elle. Le 14 mai, Kathleen sort de chez elle avec un sac à dos. Elle a appelé un Uber. Il la conduit jusqu'à l'aéroport. Là, elle prend un vol vers Houston avec les billets qu'elle a achetés la veille. Et de Houston, elle s'envole pour New York. C'est là où sa sœur, Christy Armstrong, réside. Elle s'installe chez elle. Le 18 mai, Kathleen se connecte sur Internet sur l'ordinateur de sa sœur. Et à l'aide de la carte de crédit et des emails de sa sœur, de Christy Armstrong, elle achète un billet d'avion vers le Costa Rica. Le jour même, elle prend ce vol. Kathleen Armstrong vient de quitter le pays sous le nom de sa sœur. Entre-temps, la police d'Austin a réussi à monter un dossier contre Kathleen et ils ont même l'accord du district attorney pour la mettre en état d'arrestation. Mais Kathleen est introuvable et ils comprennent qu'elle a fui. Ils lancent un mandat d'arrêt international et c'est les US Marshals qui s'occupent de sa traque. Les US Marshals décident de la piéger et ils la pâtent avec des annonces sur Facebook où ils sont à la recherche d'instructeurs de yoga. Et 43 jours après sa fuite des États-Unis, elle répond à la petite annonce. Elle est localisée dans la petite ville de Santa Teresa, dans la région de Punta Neras. C'est une petite ville qui borde le Pacifique. Elle est peuplée de surfeurs et de gens qui veulent relaxer. Le 29 juin 2023, les US Marshals, en collaboration avec la police du Costa Rica, procèdent à l'arrestation de Kathleen, alors qu'elle réside dans une petite auberge. Et quand il se trouve face à elle, il y a une différence entre sa photo et ce qu'il voit. Elle a les cheveux plus courts, maintenant ils sont bruns. Elle a un bandage au niveau du nez. Elle dira que c'est un accident de surf. Et en fouillant sa chambre d'hôtel, il découvre 2 passeports, un au nom de sa sœur et un qui est le sien. Il y a aussi un reçu pour une chirurgie plastique qui a coûté 6 350 $. Kathleen Armstrong s'est fait remplir les lèvres avec du collagène. Elle a subi une rhinoplastie et aussi un rehaussement des sourcils. 4 jours après son arrestation, elle arrive sur le territoire américain où elle part directement dans la prison de Travis à Austin. Et lors de l'audience de son arrestation, Kathleen apprend qu'elle est inculpée pour meurtre au 1er degré, c'est-à-dire prémédité sur Mo Wilson. Et pour ce chef d'accusation, elle risque la prison à vie, 90 ans au Texas. Kathleen plaide non coupable et se prend 2 avocats pour se défendre. Durant tout le temps de son incarcération, Kathleen ne parlera jamais à la police. Elle ne dira pas un mot. La caution est fixée à 3,5 millions. Et donc, Kathleen reste en prison jusqu'à son procès. Mais elle va faire parler d'elle. Le 21 octobre, soit 19 jours avant le début de son procès, elle doit être amenée pour une consultation médicale. Quand il lui enlève ses menottes, elle part en courant et essaye de sauter le mur du parking. Elle sera attrapée et sous sa tenue de prisonnier, les gardiens s'aperçoivent qu'elle avait une tenue pour faire du yoga. Elle avait prévu le coup. Et donc en novembre 2023, quand son procès commence, Kathleen Armstrong est là. Et c'est l'assistant du procureur Ricky Jones qui ouvre les débats. Et il a pour but de prouver que Kathleen Armstrong a tué Mo Wilson par jalousie. C'est le motif. Et aussi que ce crime est prémédité. Le premier témoin appelé à la barre est un criminaliste spécialisé dans les technologies numériques. Il explique que l'ordinateur de la maison de Colin et Kathleen s'est connecté le 11 mai à 17 h sur le compte de Colin pour suivre les faits et gestes de Mo Wilson. Et le procureur dira que cela ne peut pas être Colin. Il est chez le dentiste. Qui d'autre pourrait vaquer à ses occupations dans cette maison? Et il dit que la seule personne, c'est Kathleen. Et à ce moment-là, elle traque Mo. Elle a lu tous les messages entre Colin et Mo cette journée-là.
elle a regardé toutes les photos et toutes les nouvelles sur l'Instagram de Mo, c'est-à-dire sa course à vélo. Et aussi, elle a essayé plusieurs applications pour traquer Mo, la localiser. Ensuite, cet expert explique que le téléphone portable de Kathleen Armstrong a toujours, en cette fin d'après-midi, suivi la Jeep noire. Les deux sont connectés et cette Jeep a été analysée par la police. Le GPS montre qu'à partir de 18h30, la voiture de Kathleen se dirige dans les quartiers de Mo. Et dès 19h, elle a commencé à tourner autour de la maison de Mo. Elle est passée de multiples fois sur la rue Maple Drive, lentement. Une carte décrira la trajectoire bizarre de cette voiture. L'appartement de Cash donne sur l'allée, mais apparemment, à ce moment-là, la personne qui conduit la Jeep ne le sait pas, car elle tourne devant la maison principale. Mais quand Mo est déposée par Colin, 1 minute après, cette Jeep noire emprunte pour la première fois l'allée. Et d'ailleurs, c'est la seule voiture qui passera dans cette allée. Grâce au GPS de la Jeep, on sait que la voiture a continué sa route dans l'allée pendant 400 mètres. Là, elle s'est arrêtée. Il est exactement 20h40. Elle ne bougera plus jusqu'à 21h17, où là, le GPS de la voiture montre qu'elle redémarre. À partir de 21h17, cette voiture roule sans but précis dans la ville, mais elle part vers le sud. Et à 21h55, la Jeep noire s'arrête à l'adresse de Colin et Kathleen. D'ailleurs, Colin, quand il vient à la barre, il explique que vers 21h55, il était dans son garage, la porte ouverte, en train de bricoler un vélo. Et c'est là qu'il a vu Kathleen arriver avec la Jeep noire. Et le témoignage de Colin Strickland est très important. Déjà, il a changé sa façon de voir Kathleen Armstrong. Lui qui, durant l'interrogatoire avec les policiers, disait qu'elle était douce, généreuse, gentille, là, il commence à dire certaines choses plutôt inquiétantes. Il explique qu'en octobre 2021, alors qu'il était en relation avec Mo, Kathleen l'a appelé. Elle a appelé Mo, sa petite amie. Et apparemment, elle n'était pas contente. Mo a envoyé un texto, qui est donc retraçable sur le téléphone de Colin, où elle lui dit que Kathleen l'a appelé et qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Colin, à son tour, enverra un texto à Kathleen pour lui demander ce qu'elle fait. Pourquoi est-ce qu'elle a appelé Mo? Après cette histoire, Kathleen n'en a pas fini. Comme elle peut aller sur son téléphone grâce à son iPad, elle bloque à plusieurs reprises Mo du téléphone de Colin. Et d'ailleurs, elle bloquera d'autres personnes, d'autres femmes qui communiquaient avec Colin. Quand il se rend compte que Kathleen a bloqué Mo sur son téléphone, alors Colin changera le nom de Mo Wilson pour Christine Wall. Puis le procureur prouve que Colin ne peut pas être le meurtrier de Mo. Après avoir ramené Mo en moto, à 20h35, il l'a conduit vers sa maison. À 20h37, 2 minutes après, alors qu'il est à un feu rouge, il écrit à Kathleen. Et il lui ment dans ce texto. Il dit qu'il a passé la soirée avec un ami à lui et qu'il rentre maintenant. Il lui demande si elle est à la maison. Kathleen ne répondra pas. À 20h43, Colin est rentré chez lui. Son téléphone le place chez lui. Et en plus, il est au téléphone avec un ami. Et quand il raccroche à 20h44, il envoie un texto à Kathleen où il lui demande si elle ne pourrait pas s'arrêter pour acheter à manger en rentrant. Elle ne répond pas. À 20h40 pour le procureur, Kathleen est sortie de sa voiture dans l'allée et elle est en train de marcher jusqu'à la maison de Mo. Colin part ensuite dans son garage où il commence à bidouiller sur son vélo. À 21h, il est vu par son voisin. À 21h15, pile poil au moment des coups de feu, il texte encore Kathleen pour savoir si elle peut acheter à manger. Et bien sûr, elle ne répondra pas. Elle semble être occupée à ce moment-là. Et pour le procureur, Kathleen ne peut pas répondre au texto. Elle est trop occupée. Elle est obsédée par l'action terrible qu'elle est en train de commettre. Le procureur appellera à la barre 2 amis de Kathleen Armstrong, dont Nicole, qui est sa meilleure amie. Et les deux diront la même chose. En avril 2022, Kathleen était en colère, énervée, presque furieuse. Elle en voulait à Colin de sortir à nouveau avec Mo. Ricky Jones présente ensuite le technicien en balistique
qui pointe du doigt le Sig Sauer P365 comme étant l'arme du crime. Les 3 douilles retrouvées au sol ont été éjectées de cette arme-là, l'arme de Kathleen Armstrong et l'arme du crime. Le procureur explique aussi que Kathleen allait s'entraîner seule au stand de tir. Elle n'avait pas besoin de Colin. Ce n'était plus un simple loisir à partager avec Colin, et c'était maintenant devenu quelque chose de très sérieux, de personnel. Et puis, il y a le vélo, qui est retrouvé près de l'endroit où la voiture a attendu, entre 20h40 et 21h17. Pour le procureur, après avoir tiré sur Mo, Kathleen a attrapé le vélo qui était dans l'entrée et elle a pédalé jusqu'à sa voiture à 400 mètres de là pour gagner du temps, pour s'éloigner le plus vite possible de l'horreur qu'elle venait de commettre. Ensuite, quand elle est arrivée au niveau de la voiture, elle s'est débarrassée du vélo dans le champ de bambou et elle s'est enfuie. De l'ADN de Kathleen est retrouvé sur ce vélo, sur le siège et sur la barre centrale. Et puis le dernier argument du procureur, qui ne peut pas être un argument d'ailleurs lors d'un procès de meurtre, c'est que Kathleen a fui. Elle a fui au Costa Rica et ensuite elle a essayé de s'évader. Et pour lui, seuls les coupables sont capables de faire quelque chose comme ça. Cet argument ne peut pas être retenu pour les jurés. L'évasion ou la fuite n'est pas une preuve de culpabilité dans le système de justice. Ce n'est pas parce qu'on s'évade qu'on est forcément coupable. Et sur ces mots, le procureur laisse la place aux avocats de Kathleen Armstrong. Et c'est Georges Purrière qui commence. So why are we here? Why are we here? Et dès le début, il explique qu'il n'y a aucune preuve directe qui implique Kathleen. Ce ne sont que des preuves circonstancielles d'après lui. Il n'y a pas d'ADN ou d'empreinte digitale appartenant à Kathleen sur la scène de crime. Il n'y a rien. Sur son arme, son Sig Sauer, il n'y a pas non plus l'ADN de Mo. Certes, sa voiture et son téléphone portable sont près de chez Moria Wilson, mais il n'y a aucune caméra de surveillance qui prouve qu'elle y était, qui prouve qu'elle conduisait cette voiture. Il n'y a pas de photo, pas une seule image qui la relie à la voiture. Pour lui, quelqu'un d'autre aurait pu être au volant de cette voiture, avec le téléphone de Kathleen à l'intérieur. Il rappelle aussi que c'est Colin qui a acheté l'arme à Kathleen, qui lui a proposé de s'entraîner. Il aurait pu la piéger, parce que d'après lui, Colin peut monter dans cette voiture, allumer cette voiture et la conduire. Le seul témoin qui relie cette Jeep à Kathleen cette soirée-là, c'est lui. C'est lui qui dit l'avoir vue arriver à 21h55, et après avoir impliqué Colin dans ce meurtre horrible. L'avocat de la défense explique pourquoi Kathleen a fui. Et il dit qu'elle avait peur. Elle avait peur de lui, de Colin. Elle savait qu'il venait de tuer Mo et elle avait peur d'être la prochaine. C'est pour ça qu'elle a fui. Elle ne fuyait pas la police, elle fuyait Colin Strickland. Ensuite, comme tout bon avocat de la défense, il critique le travail de la police, surtout de Rick Spilter, le détective. Premièrement parce que c'est sa première affaire d'homicide où il est en charge. Et deuxièmement parce qu'ils ont prélevé l'ADN à l'intérieur de la Jeep noire, mais ils ne l'ont pas fait analyser. Pourquoi? Et puis l'ADN de Kathleen est retrouvé sur la barre transversale et le siège du vélo, mais ils n'ont pas trouvé d'empreinte digitale ou d'ADN sur le guidon. Pourquoi? Le policier n'a pas cherché à le savoir. Et pour l'avocat de la défense, toutes ces questions sont des trous dans une enquête bâclée. Et après ces derniers mots, c'est maintenant au tour des jurés de faire leur travail. Et ils partent délibérer. Et 2 heures après, le 16 novembre, ils ont déjà leur verdict. The defendant will please rise. The State of Texas versus Caitlin Armstrong. Verdict of the jury. We, the jury, find the defendant, Caitlin Armstrong, guilty of the offense of murder as alleged in the indictment. Kathleen Marie Armstrong est déclarée coupable du meurtre au premier degré sur Anna Mo Wilson. Et le lendemain, c'est l'audience de la sentence. Lors de cette audience, Cash viendra parler à la barre. Elle exprimera à quel point elle déteste son prénom maintenant, qui lui rappelle à tout jamais le monstre qui a tué son ami, Mo. Ensuite, c'est Karen Wilson, la maman. When you shot Mariah in the heart,
You shot me. Kathleen a ruiné leur espoir, leur bonheur, leur vie. Kathleen prendra le maximum, soit 90 ans. Dans le meilleur des cas, elle n'en fera que 40. Mais c'est déjà très long. Mo avait 10 ans de moins que Kathleen. Mo partageait la même passion avec Colleen. Et en plus, elle était son égale, à sa hauteur. Alors que Kathleen n'avait pas des capacités physiques. Kathleen se donnait à 100% dans son entreprise, alors que Colleen s'en foutait un peu. En fait, Kathleen était amoureuse d'un homme qui ne l'aimait pas vraiment, et en plus, qui était malhonnête. Et pourtant, elle ne l'a pas quitté. Sans doute pensait-elle qu'elle avait déjà trop investi dans cette relation pour tout perdre. Elle devait ruminer tout ça, être en colère, être frustrée. Et en mai 2022, tout cela s'est transformé en rage. Quand elle s'entraînait au stand de tir, elle devait imaginer Mo Wilson. Et je comprends les jurés. À leur place, j'aurais voté coupable. Même si je pense que la sentence est extraordinairement longue. Kathleen n'a pensé qu'à ses besoins. Elle a laissé monter sournoisement la jalousie, sans jamais vouloir la contrôler. Elle aurait dû laisser tomber. Mais elle a préféré rester là et entretenir sa colère, pour arriver à faire cet acte ultime et barbare qui mettra fin à la vie d'une jeune femme pleine de passion, de talent et de vie. Ce que n'était pas Kathleen Armstrong. Et voilà, j'espère que vous avez aimé passer du temps avec moi. Sinon, en attendant, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard!